Elle excelle à simplifier la complexité de la thérapie CPAP et à s'adapter aux besoins de ses patients. Alors, la conférence sur l'apnée du sommeil qu'elle nous présente ce matin va aborder les causes, notamment les obstructions des voies respiratoires et l'impact du mode de vie, ainsi que les symptômes et les morphologies à risque pour cette maladie chronique. Donc, elle mettra en évidence les dangers pour la santé liés à l'apnée non traitée, tels que le diabète et l'hypertension, et présentera des solutions médicales comme les appareils CPAP et les dispositifs dentaires. Donc, on va vous offrir une vue d'ensemble sur la manière de reconnaître, comprendre et traiter l'apnée du sommeil pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue, Vanessa, et vous remercie de partager vos connaissances sur ce sujet qui affecte beaucoup de nos membres, je présume. Mais merci Alors, beaucoup. donc, à vous la parole, Vanessa. Parfait, je vais juste partager. Et voilà la présentation. Donc, ben, donc comme on l'a indiqué, ça fait 10 ans que je suis inhalothérapeute. Je travaille dans les cliniques de sommeil depuis maintenant 13 ans. Donc, aujourd'hui, on va parler du syndrome d'apnée du sommeil obstructif. Donc, qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil? Dans les 15 dernières années, on en entend beaucoup plus parler. Donc, que ce soit dans les médias, dans la littérature ou juste dans notre entourage. C'est d'ailleurs pourquoi que comme inhalothérapeute, quand on rencontre un nouveau patient en bureau, on va souvent se faire demander si c'est si commun ou si c'est juste une mode. Donc, la raison qu'on en entend autant parler, c'est simplement qu'il y a une plus grande amélioration dans la façon de diagnostiquer le trouble du sommeil et dans la façon de le traiter. Donc, ça a eu pour effet d'avoir de plus en plus d'études sur le sujet qui ont démontré, dans le fond, la pertinence du traitement, puis l'étendue des personnes qui pouvaient en être atteintes. Donc, avant, même chez les professionnels de la santé, là, il y a peut-être une vingtaine d'années, quand on pensait à quelqu'un qui souffrait d'apnée du sommeil, on avait là, l'image classique là, du monsieur bedonnant qui ronfle, qui tombe endormi partout. Maintenant, on le sait que c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a beaucoup plus de profils. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne qui respire peut souffrir là, d'apnée du sommeil. Donc, qu'est-ce qui se passe morphologiquement? Donc, ici, on a deux images. C'est les images classiques là, qu'on va voir le plus souvent pour démontrer c'est quoi l'apnée du sommeil. Donc, la première, on a une personne qui respire normalement. Donc, l'air, la nuit, lorsqu'on dort, l'air passe par le nez et se rend au poumon sans aucune obstruction. Lorsqu'on a un problème de sommeil, donc obstructif, le flux d'air, il va être limité. Donc, il ne passera pas aussi bien. Donc, si on regarde l'image à gauche, on va voir les petites flèches bleues, là. Donc, on va voir l'air qui va rentrer dans les voies aériennes, puis qui ne pourra pas passer puisque la voie aérienne, elle est obstruée. Donc, ça peut être causé par différents muscles, comme la langue, ou encore le palémo. Mais c'est souvent plusieurs sites qui vont causer le blocage. Donc, ça peut être, dans le fond, le blocage peut se produire entre le nez et les poumons. Euh, donc, sur l'image qu'on a juste ici, on va voir vraiment un blocage complet. Pour que ça soit calculé comme un événement respiratoire, il faut que le blocage soit au moins 10 secondes. Euh, donc, c'est pendant 10 secondes, ce blocage-là, ce que ça va produire une diminution de l'oxygène dans le sang qui va faire que le cerveau va venir nous réveiller pour qu'on puisse recommencer à respirer. Donc, chaque fois qu'on est réveillé, évidemment, on va vouloir retomber endormi dans un sommeil plus profond. Les muscles vont se redétendre, puis, dans le fond, le blocage va se reproduire, qui va revenir nous réveiller encore. Cet éveil-là, il peut être complet, donc on peut vraiment se réveiller, ou ça peut être juste une fragmentation du sommeil, donc ça nous ramène dans une phase de sommeil un petit peu plus légère. Ça va débalancer tout notre cycle de sommeil, puis ça va causer plusieurs symptômes. Donc, tout dépendant où est-ce que ça se produit dans notre cycle de sommeil, nos symptômes peuvent être différents d'une personne à l'autre. Euh,
Donc, parfois, on a des personnes qui vont souffrir d'apnée du sommeil puis qui vont avoir des voies aériennes partiellement bloquées. Donc, le flux d'air va être limité. Là, on va avoir une limitation d'à peu près un 30. Puis, ça va être associé avec une diminution de l'oxygène dans le sang ou avec une fragmentation du sommeil, donc un éveil. Ça, on appelle ça une hypopnée obstructive. Donc, juste ici, on a la fameuse échelle de gravité technique. Donc, l'échelle de gravité technique, c'est un outil qu'on va utiliser pour évaluer le niveau de sévérité d'un patient. Donc, cet outil-là ne regarde que les événements respiratoires. Lorsqu'une personne fait un test de sommeil, dans le fond, c'est les hypopnées et les apnées obstructives et dans le fond, tous les types d'apnées ça va tout être comptabilisé, puis on va faire un indice d'événements par heure. En bas de 5 événements par heure, ça va être considéré comme, dans le fond, normal ou non concluant au niveau du test. Entre 5 et 14,9, on va considérer ça comme de l'apnée légère. De 15 à 29,9, modéré. Puis au-dessus de 30, ça va être considéré sévère. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au Québec, on fait beaucoup de tests à domicile. Donc, le test à domicile n'évalue pas la fragmentation du sommeil. Il n'y a pas d'électroencéphalogramme. Donc, ce qui va se produire, c'est que, dans le fond, tous les événements, les limitations de la respiration avec un éveil, mais qu'il n'y a pas de diminution de l'oxygène dans le sang, ils ne pourront pas être comptabilisés. Donc, le test va être sous-estimé. C'est pour ça que l'échelle de gravité technique, c'est un outil, mais il faut regarder vraiment aussi les symptômes de chaque personne, puisque quelqu'un qui a un petit indice d'apnée, là, puis qui est léger dans le fond, puis qui a beaucoup de symptômes, il va être tout aussi important à traiter que quelqu'un de sévère. Donc, ça ici, on a un exemple d'une polysomnographie. Donc, c'est les courbes qu'un technicien pourrait voir là, dans un test qui est fait en laboratoire. Chaque courbe, c'est au moins un capteur, au moins une électrode. Si on regarde les premières courbes, là, on voit vraiment les stades de sommeil. Donc, ça, normalement, l'électroencéphalogramme, c'est un 13 capteurs là, au niveau de la tête. Donc, ici, on a à peu près une à 2 minutes là, de l'étude d'un patient qui n'a pas d'événement présentement respiratoire. Si on regarde juste ici en bas, là, c'est marqué flow. Donc, ça, c'est la canule nasale, c'est la respiration par le nez. On va voir les petites montagnes. Donc, chaque pic de montagne, c'est l'inspiration et le petit creux, c'est l'expiration. Donc, on voit que la personne inspire, expire bien et ça suit juste en dessous l'effort de son thorax. Donc, la personne fournit un effort pour respirer et l'air passe bien par la canule nasale. On a quelqu'un qui n'a pas d'événement respiratoire. Excuse-moi, Vanessa, Oui. je veux juste te mentionner, quelqu'un a écrit dans le chat, si tu peux te reculer un petit peu pour qu'on voit ta bouche. Parce Ah qu'il y en oui, a... excuse-moi. Oui, c'est ça, c'est parfait. Merci. Ben, j'ai reculé mon écran, ça va être plus simple. Oui, ben, c'est ça. Merci. Donc, juste ici, on a quelqu'un qui va souffrir d'apnée du sommeil. Donc, encore là, on a la lecture d'1 à 2 minutes. Quand on regarde le flow ici, qui est la canule nasale, on va avoir un bel arrêt respiratoire là, d'au moins 10 secondes. Ici, on a beaucoup plus, on s'entend, qui est suivi là, d'une diminution de l'oxygène dans le sang. Si on regarde juste en dessous, on a l'effort respiratoire du patient. Donc, on voit que le patient, il travaille très, très fort pour respirer, mais il n'y a pas du tout d'air qui passe. Donc, ça, c'est typiquement là, un apnée obstructif, dans le fond. Donc, il y a une diminution d'oxygène qui suit et un éveil qu'on voit ici au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est 2 minutes à peu près du test, mais évidemment, le technicien va devoir analyser là, le test complet. Oups, on va juste sortir toutes les photos. Donc, j'aime bien au Québec qu'on a plusieurs personnalités qui ont publiquement mentionné qu'ils souffraient d'apnée du sommeil. Donc, ici, on a Dave Morissette, Julie Snyder, Charles Césaire, Eve-Marie Lortie, Anthony Cavana aussi, que je n'ai pas mis, qui est une autre des personnalités qui s'était affichée avec
en souffrant d'apnée du sommeil. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment plusieurs morphologies. Donc, ça peut vraiment atteindre tout le monde. Donc, on a différents types de personnes qui peuvent avoir de l'apnée du sommeil. Donc, les symptômes. Là, évidemment, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est certains qui sont assez communs, on va dire ça comme ça. Donc, on peut être, évidemment, se lever le matin très fatigué, se sentir triste, déprimé, ou des antécédents de dépression multiple. Ça vaut peut-être le coup de vérifier si on dort bien. La bouche sèche le matin ou même durant la nuit, se lever avec des gros maux de tête, des céphalées, des problèmes d'inattention, de troubles de mémoire, manque de concentration durant la journée, de la difficulté à se lever le matin, de la fatigue excessive. Sinon, la nuit, les sueurs nocturnes, donc se lever plusieurs fois pour aller à la salle de bain. Donc, la normalité, ça serait entre 0 et 1 fois par nuit. Donc, au-dessus de ça, il faut commencer à se poser des questions. Les ronflements, le sommeil agité, si on se lève avec nos draps défaits le matin, les cauchemars. Donc, les cauchemars, c'est un signe que il y a votre cycle de sommeil, qu'on est coincé dans certaines phases de sommeil. Donc, que les rêves tout doux, tout gentils qui sont supposés nous aider deviennent nocifs en tant que tels. Donc, cauchemar, ça peut être des rêves agités aussi, hein. Donc, si on a l'impression d'avoir eu une autre vie durant notre nuit, c'est peut-être un petit signe que notre sommeil est troublé. Et la sensation d'étouffement. Donc, la sensation d'étouffement, j'aime toujours le rappeler à mes patients quand je les rencontre en bureau, la majorité du monde ne le sent pas. Donc, c'est vraiment chez les patients plus sévères d'habitude. Puis, il y a plusieurs symptômes qui existent. J'ai des patients qui vont avoir tous les symptômes. Il y en a d'autres qui vont en avoir 2, 3 seulement, mais qui vont être très dérangeants. C'est tout pas normal, dans le fond. Donc, ici, on a une étude canadienne qui a été faite en 2022. Ça démontrait, dans le fond, qu'une personne sur 4 de plus de 55 ans souffrait d'apnée du sommeil. Euh, un des graphiques qui était intéressant là, de cette étude-ci, c'est juste celui qu'on voit là, ici. Donc, la ligne en bas, c'est les femmes, celle en haut, c'est les hommes. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même plus d'hommes qui sont diagnostiqués avec de l'apnée du sommeil, mais plus l'âge avance, plus l'écart entre les hommes et les femmes va se rétrécir. Euh, donc, aussi chez les femmes, après 55 ans, le post-ménopause, on commence à avoir un petit peu plus de diagnostics. Donc, juste ici, j'ai une autre étude. Celle-ci a été faite aux États-Unis. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'était d'estimer la proportion d'Américains qui avaient plus de 65 ans puis qui étaient à risque élevé là, de souffrir d'apnée du sommeil. Puis, dans les personnes à risque élevé, on voulait voir comment est-ce qu'il y en a qui sont traités ou diagnostiqués. Donc, sur les 1052 participants, il y en a 56 qui ont été considérés à risque. Donc, ça, c'est à travers des questionnaires, là, ils appellent ça le Stop Bang. Donc, c'est un questionnaire qui va évaluer les symptômes puis les facteurs de risque. Sur le 56 qui étaient à risque, il y avait seulement 8 qui avaient fait un test de sommeil. Puis, sur le 8 qui avaient fait le test de sommeil, 94 souffraient d'apnée du sommeil. Il y en avait 82 là-dessus qui étaient traités par pression continue. Donc, on voit quand même que c'est le traitement le plus commun, le plus utilisé. Donc, c'était juste pour démontrer, là, dans le fond, que il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent d'apnée et qui ne sont juste pas diagnostiquées présentement. Donc, ici, ça, c'est vu que la population d'âge mature, donc les personnes en âge plus avancé, on voit qu'il y a l'augmentation, il y a de plus en plus de risques de souffrir d'apnée du sommeil plus on vieillit, dans le fond. Donc, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez la population d'âge mature. Donc, il y a même des lignes directrices qui ont été adaptées pour les 65 ans et plus.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est au niveau des lignes directrices là, pour les 65 ans et plus, c'est vraiment que le CPAP devient le traitement de première ligne. Euh, pour différentes raisons, mais il y avait des raisons financières là-dedans, mais c'était surtout aussi juste au niveau c'est le traitement qui avait le plus d'amélioration significative de la somnolence. Donc, ouais, fait que c'est ça. Sinon, ça c'est l'acétate, qui est ben, l'acétate, le diapo, là, j'aurais pu dire ça, qui est le préféré des médecins. Donc, ici, on a différents problèmes qui peuvent, dans le fond, nous mettre plus à risque de souffrir d'apnée du sommeil. Donc, je vais passer le plus tard à travers là, la haute pression puis le diabète, qui sont souvent les plus communs. Mais c'est juste pour dire comment que l'apnée du sommeil peut être liée à plein d'autres pathologies, là, dans le fond. Donc, une qui est quand même intéressante là, chez les femmes qui ont eu de la haute pression durant leur grossesse ou qui ont eu une préclampsie, ils ont quand même un 70 de risque par la suite de souffrir d'apnée du sommeil. Donc, celui-là qui est un petit peu moins connu. Sinon, les personnes qui ont un diagnostic de PTSD, là, un trouble de stress post-traumatique, on a aussi un 70 de risque de souffrir d'apnée du sommeil. Euh, la fibrillation auriculaire, donc AFib, un 50 de risque, donc un patient sur deux. Euh, Obésité, quand on dit obésité, c'est un indice de masse corporelle au-dessus de 30. Donc, ça comprend toutes les personnes qui ont un indice de masse corporelle au-dessus de 30. Ça, on a 40 de risque. Donc, la trisomie 21, 40 de risque aussi. Donc, on voit comment que, comme l'apnée du sommeil, dépendamment de notre bagage médical, il y a quand même, ça peut vraiment augmenter nos risques de souffrir d'apnée. Ça touche beaucoup de personnes. Donc, ici, puisque ben, l'obésité, ça reste un des facteurs qui prédispose à faire de l'apnée du sommeil, ici, on a une évaluation qui a été faite aux États-Unis de l'évolution de l'obésité pardon, dans les dernières années. Donc, ici, c'est en 87, 90, c'était 91, 94, 96, 97, 99, en 2002, en 2004, 2005, 2009, 2013, 2019 et 2022. Donc, on voit que c'est vraiment un problème, l'embonpoint devient vraiment un problème de santé publique. Donc, que ça va causer, dans le fond, c'est que ça va augmenter la quantité de personnes qui souffrent d'apnée du sommeil dans les prochaines années. Donc, nous, on le voit aussi dans nos bureaux, nos patients sont de plus en plus sévères, ils ont besoin des pressions de plus en plus élevées et sont de plus en plus jeunes. Donc, on suit malheureusement la tendance là, de nos voisins. Donc, ça, c'est les prédictions pour 2030 pour les États-Unis. Donc, on voit que plusieurs États, là, déjà là, on va avoir pratiquement une personne sur deux qui vont souffrir d'obésité. Donc, malheureusement, je n'ai pas les statistiques pour le Canada, mais c'est ça, on suit la même tendance. Donc, les problèmes associés à l'apnée du sommeil, donc l'hypertension. Donc, les statistiques qu'il faut retenir par rapport à la haute pression, donc, chez les patients de 60 ans et moins qui souffrent de haute pression, on a eu 35 de risque de faire de l'apnée du sommeil. Chez les patients qui ont de la difficulté à contrôler leur haute pression, donc qui ont au moins 3 médicaments, le risque va augmenter à 80 C'est quand même assez important. Donc, le diabète de type 2, donc, chez les patients qui ont un diabète, qui ont un diagnostic de diabète de type 2, type 2 seulement, c'est à peu près un patient sur deux qui va souffrir d'apnée du sommeil. Puis, quand que
on regarde la population de 65 ans et plus, le risque va augmenter à 58%. Donc, l'obésité, ça reste un facteur aggravant. Quand on a un diabète de type 2 et qu'on a un IMC au-dessus de 30, là, notre risque de souffrir d'apnée du sommeil va augmenter à 86%. Donc, c'est quand même assez important. La raison là, qui est très, dans le fond, qui est importante de traiter l'apnée du sommeil lorsqu'on a du diabète de type 2, là, c'est aussi là, la cascade inflammatoire. Donc, l'apnée du sommeil et le diabète, dans le fond, ils vont se renforcer mutuellement. Euh, Lorsque on souffre d'apnée du sommeil, ben, dans le fond, ça va causer un stress, ça va augmenter l'inflammation au niveau du corps, ça va rendre le diabète beaucoup plus difficile à contrôler. Donc là, on va commencer à avoir de l'intolérance au niveau du glucose, la résistance à l'insuline, qui va augmenter, dans le fond, les risques de diabète incontrôlé. Puis le diabète, lui, euh, quand on en souffre, puis c'est incontrôlé, puis ça augmente les problèmes de santé qui sont liés à l'apnée. Donc, c'est comme une chaîne, une combinaison qui cause une genre de réaction en chaîne, puis d'inflammation, de stress, dans le fond, au niveau du corps, puis qui va aggraver, dans le fond, l'apnée du sommeil va aggraver le diabète, puis le diabète va aggraver l'apnée du sommeil. Donc, les dépistages puis les traitements qui existent pour l'apnée du sommeil. Donc, il y a l'étude à domicile qui est le test le plus populaire, le plus disponible plutôt au Québec. Donc, la PCRS, c'est la polysomnographie à domicile, c'est le niveau 3. Ça va mesurer le débit respiratoire, la saturation en oxygène, le pouls, les efforts thoraciques. Ici, on a une photo du Watchpad. Le Watchpad, ça vient d'être accrédité par Santé Canada dans la dernière année. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait un test à domicile, souvent, on avait beaucoup plus de capteurs. Là, maintenant, c'est simplement une petite montre, là, puis un capteur d'oxygène. Donc, c'est juste pour vous montrer comment comme le marché évolue. Il y a toujours de l'innovation de ce côté-là, autant au niveau du traitement que du diagnostic. Donc, encore là, ça va nous permettre de diagnostiquer ça rend le diagnostic plus accessible, dans le fond. Donc, le test en laboratoire, donc celui-là, on l'appelle la polysomnographie. C'est fait sous la supervision d'un technicien. Le technicien va être présent toute la nuit. Ça mesure les stades de sommeil, puis ça mesure le mouvement aussi des jambes la nuit. On va avoir plusieurs électrodes, donc au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau des jambes. Puis il y a les mêmes capteurs qu'on va retrouver aussi lors de la PCRS. Il y aura aussi des micros, des caméras qui vont permettre de voir le positionnement d'un patient. C'est un test qui évalue de façon beaucoup plus précise, donc tous les types d'événements, puisqu'on peut voir les stades de sommeil avec l'électroencéphalogramme. Et ça va aussi évaluer pas juste l'apnée du sommeil, donc ça évalue d'autres troubles de sommeil aussi. Donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment préférer ce test-là. Malheureusement, au Québec, on a c'est pas un test qui est si accessible que ça. Donc, il y en a dans la région, dans l'Outaouais, au privé. Sinon, ça se fait dans les hôpitaux aussi, mais il y a quand même des longs délais, là. Donc, il faut juste cibler les bonnes personnes. Cliniquement, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, les personnes qui ronflent, normalement, ils vont être capables d'avoir un diagnostic positif avec juste le test à domicile. Donc, vu qu'il est plus accessible, on a tendance à aller un petit peu plus vers ça. Si par contre, souvent, on va voir les femmes plus jeunes avec beaucoup d'éveil, un sommeil très, 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 très fragmenté, ces personnes-là, malheureusement, ils vont être plus difficiles à diagnostiquer avec le test à domicile. Donc là, ça peut peut-être être pertinent là, de regarder pour un test un petit peu plus là, en laboratoire. Donc, les traitements. Donc, ici, on a le fameux CPAP. Donc, c'est le traitement le plus connu.
Donc, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui en ont peut-être même déjà un à la maison. Donc, c'est simplement une pression continue qui va, dans le fond, lorsque les muscles se détendent, qui vont empêcher le conduit de bloquer. Il y a différents types de traitements à pression continue, dépendamment de si on fait juste de l'apnée ou des fois si on a un autre syndrome sous-jacent. Il y a aussi différents types de masques là, selon les besoins du patient. Donc, tu sais, on avait les appareils de ResMed, mais il y a d'autres compagnies aussi là, qui existent sur le marché. Les masques, encore là, il y en a tout plein qui existent sur le marché. Donc là, ici, on a un exemple de masque facial, nasal, narinaire, un peu plus classique. Mais vraiment, là, de ce côté-là, il faut faire des essais, il faut trouver sa recette. Donc, c'est simplement de faire des essais avec son inhalothérapeute. L'orthèse d'avancement mandibulaire. Donc, comme qu'est-ce qu'on a vu, chez les personnes de 65 ans et plus, c'est considéré en deuxième ligne. Donc, c'est pas le traitement de première ligne. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça vient avancer la mâchoire vers l'avant. Donc, pour éviter le blocage. C'est fait par des dentistes. Il y a des dentistes qui sont spécialisés au niveau de ces orthèses-là. Donc, la seule façon de confirmer si le traitement est réellement efficace, il faut refaire le test de sommeil avec l'orthèse. De là, s'il y a encore des petits événements, le dentiste va la réajuster, puis on va refaire un autre test de sommeil pour le confirmer. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps là, pour vraiment trouver le bon ajustement. Ça va aussi ça prend au moins 8 dents stables au niveau de la bouche. C'est pas conseillé chez les personnes qui ont des problèmes là, de mâchoire ou des problèmes articulaires en tant que tels. Ce que je suggère souvent, c'est si on va aller vers ce genre d'approche-là, c'est d'en discuter avec son médecin, c'est surtout son dentiste aussi. Parfois, ça peut causer du déplacement au niveau des dents aussi. Donc, la meilleure personne pour l'évaluer, là, c'est le dentiste à ce moment-là. Le contrôle des allergies. Donc, le contrôle des allergies, ce qu'il faut garder en tête, là, c'est que c'est pas un traitement pour l'apnée du sommeil, mais il y a un lien entre la rhinite allergique et l'apnée du sommeil. Donc, évidemment, plus on a d'inflammation, mais plus on est à risque de souffrir d'apnée. Si on contrôle bien les allergies aussi, donc en faisant des beaux rinçages salins, en utilisant nos petits sprays nasaux pour vraiment dégager notre nez, puis en connaissant bien nos allergènes, on va limiter l'inflammation, donc on va avoir un petit peu moins de ronflement. Puis ça va nous aider aussi si on souhaite aller vers d'autres types de traitements. Ça va nous aider, comme avec un traitement à pression positive, à mieux respirer par le nez, puis peut-être avoir des pressions moins fortes, moins de risque de ballonnement, moins de risque qui appelle l'aérophagie aussi. Notre nez, c'est notre meilleur ami. Quand on souffre d'apnée du sommeil, il faut le dégager, OK? Les chirurgies. Donc, les chirurgies, c'est un traitement de troisième ligne au niveau de l'apnée du sommeil. Donc, ce n'est pas le premier traitement qu'on va faire. Il y en a différentes qui existent. Il y a la chirurgie maxillofaciale. Donc, ici, on voit le visage là, de la madame avec la mâchoire vers l'arrière. Donc, on appelle ça de la rétrogniacie. Donc, quand le menton est un peu plus reculé vers l'arrière, bien évidemment, on a beaucoup plus de risques de blocage du conduit aérien. Chez les patients, je vous dirais là, souvent les ados, là, puis début les jeunes adultes, parfois, juste esthétiquement, c'est quelque chose qu'on veut corriger. Donc, si on voit qu'on fait de l'apnée du sommeil, qu'on a un sommeil qui est fragmenté, qui est dérangé, puis qu'on a de la rétrognathie, parfois, ça vaut le coup de corriger, donc par chirurgie, puis après ça, aller réévaluer si le trouble du sommeil est encore présent. L'autre chirurgie qui était très, très populaire dans 20-25 ans, donc c'est l'uvulopalato-pharyngoplastie. C'est un mot que j'adore. Donc, c'est la chirurgie qu'on voit là avec les bouches, là, ici. Donc, ça, ici, on a la première image préopératoire. Il y avait la chirurgie originale tout de suite après, la chirurgie modifiée et minimale. Donc, ça, c'est l'évolution à travers le temps. Donc, les photos qu'on voit juste là.
Au départ, là, c'était vraiment carrément la luette complète qui était coupée, puis il y avait vraiment plusieurs points de suture aussi qui étaient. Les personnes souvent ne pouvaient pas manger là, pendant. Ils mangeaient liquide pendant 3, 4 semaines, là, suivant la chirurgie. Donc, c'était quand même une grosse chirurgie. Ça s'est vraiment amélioré au niveau des techniques de ce côté-là. Le seul truc, c'est que ça ne fait que corriger les blocages qui sont liés au palais mou. Donc, ça ne touche pas au niveau de la langue, ça ne touche pas à aucun autre site. Et souvent, malheureusement, les personnes qui font de l'apnée du sommeil, ben, c'est plusieurs sites qui viennent causer le blocage. Donc, les taux de succès pour ça sont très hauts pour le ronflement. Mais pour traiter l'apnée du sommeil, dépendamment des études, normalement, on voit peut-être un 30 de succès. Fait que c'est quand même une chirurgie qui demande une anesthésie locale, qui a quand même des implications aussi par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est pas tant un traitement qui est envisagé, mais quelqu'un qui a vraiment eu de la difficulté avec le traitement CPAP, qui est pas, qui contrôle ses allergies, que l'orthèse d'avancement n'est pas une option, ça peut quand même être quelque chose à envisager là, pour cette personne-là. Donc, dans le fond, et voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis j'espère que j'ai pu vous apprendre un petit peu, que j'ai pu vous apprendre quelques petits trucs là. Ah, Merci. Oui, j'allais dire. Oui, vas-y, André. ben oui, merci beaucoup. Donc, on le dit à l'unisson, les et moi. Merci beaucoup. Oh boy, on apprend beaucoup là-dessus, hein? On apprend beaucoup. Écoute, euh, moi, je trouve que ça va générer beaucoup de questions et moi-même, qui est un utilisateur de machines, je me suis revu beaucoup là, quand tu parles de symptômes, dépression et tout ça, puis on pense que c'est vraiment, euh, c'est juste autre chose que ça. Alors, si vous avez des doutes, effectivement, je pense que ça vaut la peine de vous faire tester. Alors, écoutez, c'est maintenant le temps de la période de questions et merci beaucoup, hein, Mme Laferrière, là, pour avoir vraiment éclairé et nous avoir éclairé là-dessus. À titre de rappel, donc, vous pouvez poser vos questions via le clavardage. Ça, c'est Lynn qui va gérer la circulation. Et vous pouvez aussi lever la main. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont levé la main virtuellement là, en utilisant la fonction lever la main. Peut-être, Mme Laferrière, vous voulez enlever votre présentation pour qu'on puisse voir les gens. Oui, et voilà, c'est fait. Et puis, Bon, André, est-ce qu'on peut passer par le clavardage en premier, le chat? il y a beaucoup de questions déjà, hein? Question qui était déjà là Non, ben, je du te laisse départ. commencer la danse, ma chère, puis on va aller D'accord. à la main levée après. Alors, c'est très bien. Fait qu'ici, il y avait Madame Christine Dutrisac là, qui, à un moment donné, a demandé de revoir la diapo précédente, mais je lui ai écrit que tu sais, on devait continuer, mais que tout allait être enregistré, tout est enregistré, donc allait être sur notre site web. Je vais d'ailleurs, dans quelques jours, je vais d'ailleurs mettre le lien à Je la peux vous faire disponibilité. parvenir aussi le PowerPoint Ah, complet. OK, Mhm. parfait. Et puis, j'ai une question ici. Comment peut-on, de M. Webb, comment peut-on obtenir un test à domicile? Donc, pour pouvoir faire le test à domicile, ça prend la prescription de votre médecin de famille. Donc, première étape, c'est d'aller voir votre médecin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous aller en sans rendez-vous. Le médecin qui va vous fournir la prescription et même si ce n'est pas votre médecin de famille, son rôle, c'est de vous suivre quand même à travers ce parcours-là. Donc, de là, vous allez pouvoir contacter là, une clinique qui fait les diagnostics là, pour l'apnée du sommeil. Euh, Dépendamment des régions, il y a beaucoup de tests qui peuvent être faits à l'hôpital aussi. Malheureusement, en Outaouais, les délais sont très, très longs. Donc, la majorité des patients vont faire affaire en privé. Au niveau des assurances, là, j'ai souvent des questions de ce côté-là. C'est pas toujours couvert. Tout dépendamment de votre couverture, il faut se renseigner là, de ce côté-là. Mais si le montant que vous payez, gardez-le pour vos impôts à la fin de l'année. Ça, c'est toujours pratique. D'accord. Alors, la prochaine question, que peut-il m'arriver si je n'utilise pas mon respirateur?
Ça, c'est une question qui est quand même difficile à répondre. Malheureusement, il n'y a pas de réponse universelle parce que chaque personne est différente, chaque personne a un diagnostic différent. Donc, ça dépend du montant d'événements respiratoires, ça dépend du bagage clinique aussi. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'événements, puis qui est déjà connu avec la fibrillation, avec tu sais, la haute pression, ben, du diabète, ben, ces personnes-là vont être à beaucoup plus haut risque que quelqu'un d'autre. Donc, ça, je vous dirais que dans ces cas-là, ça prend vraiment une évaluation clinique complète. C'est peut-être d'aller en discuter avec le médecin, là, justement. D'accord. La prochaine question. Philips, ont-ils réglé le rappel de leur CPAP? C'est en cours de route depuis plusieurs années. Donc, je vous dirais que nous, ça fait peut-être 2 ans à peu près qu'on remplace des appareils de Philips. On n'en revend pas encore parce que justement, toutes les nouvelles machines qui sont produites sont pour les échanges sous le rappel de Philips. Donc, c'est un rappel sur 10 ans hein, à travers le monde complet. Donc, c'est 10 ans d'appareils à travers le monde. Donc, Philips, c'est ça. Philips, ils ont eu des années très difficiles, on va dire ça comme ça. Alors, c'est terminé pour les questions dans le chat pour le moment. Alors, je redirigerai peut-être vers quelqu'un qui a la main levée là, avec les initiales DD. Alors, si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour Vanessa. Merci Bonjour. pour la présentation. J'avais lu sur Internet quelque part qu'il existait certains exercices avec la langue, la bouche pour Oui. essayer de retarder l'apnée. Est-ce que c'est efficace? Bon, dépendamment des exercices, le niveau d'efficacité, là, je n'ai pas vraiment de statistiques là-dessus. Je sais qu'il y avait eu des recherches pendant un bout de temps aussi. Là, c'était un instrument là, qui pouvait être utilisé pour les apnées légères, comme que les professionnels avec cet instrument-là, dans le fond, ils étaient capables leurs muscles pouvaient comme se retendre. Ça l'aidait dans les cas d'apnée légère. Donc, c'est certain que ce n'est pas dans les recommandations standards. Donc, j'aurais tendance à vous dire que ça ne remplace pas le traitement, mais il y a eu certaines situations avec certains, comme justement cet instrument de musique-là, qui venaient, oui, aider pour les personnes qui faisaient vraiment plus de l'apnée légère. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je regarde. Ah, André? Ben, en fait, moi, j'ai une question. Mhm. Parce qu'on dit, bon, il y a des préconditions pour avoir de l'apnée du sommeil. Moi personnellement, ça va faire 10 ans que j'ai une machine CPAP. Euh, Est-ce que, bon, on dit qu'il y a des préconditions, que ce soit peut-être de l'obésité ou d'autres du genre. Si une personne prend les moyens pour améliorer sa santé, nutritionniste, exercice, tout ça, avec finalement perte de poids ou je sais pas, fait tout ce qu'il faut pour finalement Mhm. peut-être avoir des conditions plus favorables. Est-ce que c'est possible de se débarrasser de l'apnée du sommeil ou c'est une maladie chronique jusqu'à la mort? Bonne question. C'est une bonne question. Oui, je l'ai souvent au bureau aussi. Donc, ça dépend un peu de ce qui a causé l'apnée du sommeil. Donc, encore là, malheureusement, j'ai pas de réponse parfaite qui est universelle. C'est souvent le cas, hein. Donc, l'apnée du sommeil, lorsque c'est vraiment causé que par l'embonpoint, oui, ça peut, quelqu'un qui va commencer à mieux dormir, qui va casser ce cercle vicieux-là, souvent aussi avec la chirurgie bariatrique on a certains cas qui n'auront plus besoin de leur appareil, mais c'était des patients qui faisaient de l'apnée du sommeil seulement liés à l'embonpoint. Malheureusement, il y a plusieurs facteurs. L'âge, Ouais. juste la morphologie en tant que telle, c'est qu'on a une langue plus large, une mâchoire vers l'arrière, des conduits aériens un petit peu plus petits. Vu que c'est plusieurs sites qui sont atteints, souvent pour les patients qui font de l'apnée du sommeil, c'est rare que juste avec une diminution du poids, on va retirer complètement l'appareil. Par contre, euh,
Au niveau du traitement à pression positive, lorsque l'on perd du poids, les pressions qu'on va utiliser vont être moindres. Donc, ça nous permet d'avoir accès peut-être à des plus petits masques, un traitement plus confortable. Puis, au niveau des bénéfices de la santé, là, c'est certain que d'aller chercher un poids santé, je veux dire, c'est c'est juste du positif que vous allez aller chercher. Bien Mais sûr. se débarrasser complètement de l'appareil, ça arrive, mais c'est des exceptions. D'accord. Je pense que Dédé a relevé la main. Oui. Oui, est-ce qu'il existe des positions qui sont, on pourrait dire, meilleures à prendre lorsqu'on dort? Sur le Euh, dos, sur le côté, ou pour diminuer ou pour éviter le ronflement? Donc, Merci. mais il n'y a pas de problème. Ça dépend un peu qu'est-ce qui cause le ronflement. Le ronflement, c'est juste deux tissus mous avec un filet d'air qui passe qui cause une vibration. Donc, quand le ronflement, c'est lié vraiment nasal, ben là, c'est de dégager son nez. C'est les techniques justement pour contrôler la rhinite allergique qui vont le plus aider. Quand c'est lié à de l'apnée du sommeil, ben, ça dépend quel muscle qui vient bloquer le conduit aérien. Donc, c'est là qu'on va entendre souvent on ne faut pas dormir sur le dos ou je ronfle plus quand je suis sur le dos. Euh, les techniques de positionnement en passant, là, ça peut aider, mais ça corrige rarement l'apnée du sommeil parce que c'est plusieurs sites justement qui causent le blocage. Mais morphologiquement, le plus gros muscle de nos voies aériennes supérieures, ben, c'est la langue. Donc, c'est pas juste ici en avant, c'est vraiment un gros muscle qui va vers l'arrière. Donc, par gravité, lorsqu'on dort puis qu'on est sur le dos, ben, lorsque la langue se détend, c'est un plus gros muscle, donc il y a plus de, il y a plus de chances que ça cause un blocage comme complet. Donc, parfois, on a des patients qui vont dire qu'ils dorment sur le dos, pardon, sur le côté, parce que justement, ils vont un petit peu moins ronfler. C'est peut-être signe justement que la langue vient obstruer. Mais c'est rare des personnes qui sont complètement positionnées. Ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des patients. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois Madame Lamirande. À vous, Madame, vous êtes en sourdine. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, on vous en. Oui, c'est mieux? Oui, je Euh, vous écoute. Oui. C'est pour. J'ai déjà entendu parler les lits électriques avec la tête qui se soulève. Mhm. Paraît que ça peut aider le muscle de la langue et tout. Oui, mais dans le fond, c'est encore là une question de gravité. Donc, si on va chercher un angle comme ça ici, ben, par gravité, nos tissus vont moins avoir tendance à complètement bloquer le conduit aérien. Donc, ça va aider à contrôler un petit peu là, l'apnée du sommeil. Ça le corrigera normalement pas au complet, mais en effet, ça peut venir limiter l'impact là, du blocage. Puis, quelqu'un qui n'a pas de traitement, ben, c'est peut-être une bonne façon de lui permettre de bien dormir en attendant d'aller chercher tous ces diagnostics puis le traitement qui est approprié. OK, merci beaucoup. Une autre question. Si tu es diagnostiqué léger, est-ce que ça peut s'aggraver avec les années et devenir plus grave, même si tu as eu léger au début? Oui, oui, tout à fait. Donc, Ça peut s'aggraver. Ah, malheureusement, surtout les femmes, hein, les hormones travaillent contre nous. Donc, justement, post-ménopause, on va voir qu'il y a vraiment une augmentation au niveau de l'apnée du sommeil. Euh, c'est aussi la morphologie, donc l'âge, c'est un facteur qui va faire souvent que l'apnée du sommeil va juste augmenter à travers le temps. Donc, c'est important, surtout si on ne se traite pas, puis on le sait qu'on avait peut-être un indice qui était là, dans les limites de la normale ou qui était comme léger, justement, c'est de prendre conscience de justement tous les symptômes qui nous causent l'apnée du sommeil. Puis, si on voit que ça augmente, de refaire notre diagnostic à ce moment-là. Donc, même si on a eu euh, un échec à un traitement, ça ne veut pas dire que 2, 3 ans plus tard, ça ne fonctionnera pas à ce moment-là. Peut-être que ça va être juste le bon moment, à ce moment-là, dans le fond. merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, bien. Alors, ben, merci beaucoup infiniment, Madame Laferrière, pour cette présentation.
C'est très, très intéressant et ça nous apprend beaucoup sur l'importance de bien dépister et traiter l'apnée du sommeil. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié nos membres.